Hello beautiful people et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la bienveillance. Un concept trop souvent flou, un ensemble de principes bien évidemment très positifs, mais régulièrement désincarnés. C'est une idée invoquée dans des dizaines d'articles, dans les conventions d'entreprise, dans les bases du management et dans toute la com sur les marques employeurs. Bref, ça me fait parfois penser aux incantations répétées en boucle pour faire tourner les tables. Ça fait du bien, mais les esprits apparaissent rarement. Il est temps que ça change, parce que sinon, les conséquences sur les entreprises sont désastreuses. Aujourd'hui, je vais vous donner les 3 règles pour que la bienveillance soit enfin incarnée. Je m'appelle Aurélien Daudet, bienvenue dans Révolution RH. Pour préparer cette chronique, j'ai lu un paquet de trucs consacrés à la bienveillance, et j'ai été frappé par plusieurs choses. D'abord, tout le monde s'accorde à peu près sur l'étymologie du mot, et sur sa définition. Vous me direz, c'est une bonne chose? Oui, mais vous allez voir que cette définition souffre d'une faille majeure, elle est instable. Ensuite, tout le monde est en gros d'accord sur l'importance de la bienveillance. Mais ce sont un peu toujours les mêmes qui doivent s'y coller, et ça ne me paraît pas juste. Enfin, là encore, tout le monde est d'accord sur les résultats de la bienveillance. C'est bon, la bienveillance. Mais j'ai lu très peu de choses sur la manière de la mettre en place concrètement. Je vous propose donc 2. 1. Recaler la définition. 2. De voir qui cela concerne. Et 3. De définir des règles pour que la bienveillance devienne enfin quelque chose de concret. Sans cela, ce sera encore un autre très beau mot, une idée très puissante qui finira cataloguée comme un truc de bisounours, inutile et bavard. Et la conséquence, c'est que des RH vont devoir se retrouver à gérer des systèmes toxiques, des harcèlements, des démissions, des burn-out, des congés maladie, bref, toute la panoplie des risques psychosociaux. Et ensuite, elles auront sur les bras une image de marque désastreuse, des recrutements impossibles pour l'entreprise. La bienveillance peut devenir la colonne vertébrale d'une organisation, la rendre extrêmement puissante, à condition qu'elle soit prise dans le bon sens. Si cette chronique vous semble bien fichue, alors abonnez-vous. Et surtout, inscrivez-vous à mon prochain webinaire, les 3 secrets pour faire de vos émotions une force irrésistible. Le lien est dans la description. Bon, alors je vous propose de démarrer par la définition. Pas parce que j'ai fait des classes prépa littéraires, enfin un peu si quand même, j'adore les dictionnaires. Mais surtout parce que la définition, ça va nous permettre de débusquer un premier problème de base concernant la bienveillance. Alors, selon le Littré, la bienveillance, c'est une disposition qui incline à vouloir du bien à autrui. A priori, mis à part quelques cas de psychopathie avérés, nous avons tous cette inclination. Ne serait-ce que parce que nous avons ce besoin vital de rester en lien avec les autres. Depuis nos débuts dans les cavernes, nous savons que nous avons besoin du groupe, sinon nous allons nous retrouver exposés et en danger. D'ailleurs, on parle souvent de bienveillance naturelle. Et j'ai rencontré beaucoup de personnes qui avaient des comportements qui étaient très critiqués par leurs collègues et qui se défendaient en disant, par exemple, « mais c'est pour son bien, il me remerciera plus tard ». Ou bien la variante « mais moi je suis passé par là et ça m'a permis de grandir ». Encore une autre variante, des personnes qui disent « bon c'est peut-être pas très agréable, mais moi je suis responsable de l'avancée du projet, je suis responsable de la mission, je suis responsable du succès de l'entreprise ». Et donc, tant pis si certains ne supportent pas ce que je dis ou ce que je fais, moi ce que je veux, c'est le succès de tous. Et tant pis si je ne suis pas apprécié. Chacune de ces personnes, et vous en avez peut-être reconnu dans votre entourage, pensait sincèrement avoir une intention positive et que ça suffisait à justifier ses comportements. Donc, dire et répéter que faire preuve de bienveillance, c'est vouloir du bien à autrui, ça ne suffit pas. C'est pour ça que vous trouverez en ligne des définitions qui sont beaucoup plus détaillées, beaucoup plus complexes, comme par exemple ces chartes de la bienveillance avec 10 à 30 grands principes selon les versions, ou bien des listes de comportements recommandés, là encore plusieurs dizaines, des listes un peu à la Prévert. Toutes ces déclarations d'intention sont très généreuses, mais elles sont totalement inefficaces. Tout le monde, encore une fois à l'exception de très rares personnes psychopathes, vont être d'accord sur ces principes. Vous n'aurez jamais quelqu'un qui vous dira « mais moi, je suis contre le fait d'être courtois. Je déteste l'idée qu'on ait droit à l'erreur. » Ces grands principes, sur lesquels tout le monde a priori est d'accord, passeront par la fenêtre dès que la pression va augmenter, parce qu'ils sont trop nombreux,
Trop vague. Ça veut dire quoi concrètement? Adapter son comportement envers chacun. Et surtout, parce que ce sont des principes et pas des règles. Je vous rappelle la différence. Un principe, c'est quelque chose qu'on souhaite voir respecté. Une règle, c'est quelque chose qui doit être appliqué sous peine de sanction. Un principe, c'est souvent une affirmation. Par exemple, le manager respecte, fait respecter les émotions de chacun. Une règle, ça démarre toujours par « il est obligatoire de » ou « il est interdit de ». Et en cas de transgression de la règle, une sanction définie au préalable et connue de tous sera appliquée. Le code de la route, ce n'est pas des principes. Quand vous vous faites arrêter par un gendarme, il ne vous dit pas « il est important de respecter les limitations de vitesse pour votre sécurité et celle des autres usagers ». Ça, c'est ce que vous lirez dans les pubs de la sécurité routière. Le gendarme, lui, il vous dit « vous avez fait du 80 dans une zone à 50, c'est interdit, voici l'amende ». Les principes, on peut toujours en discuter. Nous allons avoir des interprétations. Les règles, c'est universel. Exemple typique de principe, il faut suivre les formations sécurité prévues dans l'entreprise. Réponse, je suis d'accord sur le principe, mais j'ai pas le temps. En mode règle, ça donnera, tous les salariés, managers y compris, doivent suivre avant la fin de l'année les formations sécurité. En cas de manquement à cette règle, le salarié concerné recevra un avertissement écrit. Si vous voulez que la bienveillance devienne quelque chose de concret dans votre structure, je vous propose d'y attacher des règles. Évidemment, ça peut vous sembler une mauvaise nouvelle. Mais l'avantage, c'est qu'il y en aura beaucoup moins que de principes et les règles seront universelles. Donc, ce sera beaucoup plus simple à respecter et la bienveillance sera enfin concrète, incarnée par tous. Vous aurez un système sain. Bien sûr, le problème, c'est qu'au moins au départ, certaines personnes ne vont pas adorer qu'on leur demande de respecter un cadre. Il faudra leur expliquer plusieurs choses. D'abord, que le cadre n'est pas une privation de liberté, mais au contraire une protection. Le code de la route, bien sûr, ça m'empêche de rouler à 150 en ville. Mais en même temps, ça me permet de traverser sans risquer de me faire tuer instantanément. Ensuite, on pourra expliquer aux gens qu'un cadre sain, c'est pas 240 règles. Ça, c'est une dictature. Un cadre sain, c'est peu de règles, claires, et qui, lorsque nous les respectons, font que nous appartenons à l'organisation. Enfin, il faudra que vous disiez à ces personnes que pour appartenir à cette organisation, ils doivent donc s'engager à respecter les règles. Vérifier s'ils ont compris les règles et les sanctions éventuelles, mais ça ne suffit pas. Tous ceux qui font des excès de vitesse avaient compris la règle. Mais une fois qu'elles ont compris la règle, les personnes doivent s'engager à les respecter. Dès que je parle de sanctions, tout le monde frémit. « Oh mais je veux pas faire la police, c'est super désagréable, j'ai pas envie de passer mon temps à coller les sanctions. » Deux conseils rapides sur les sanctions. D'abord, il faut avoir une échelle de sanctions, une échelle graduelle. Le problème, c'est que dans plein d'entreprises, les sanctions sont beaucoup trop réduites et beaucoup trop fortes. Alors, soit c'est pas d'augmentation, soit c'est licenciement. Mais il y en a plein d'autres. Je ne suis pas spécialiste, mais j'ai entendu parler d'avertissements écrits, avec ou sans accusé de réception, de mise à pied d'un jour à une semaine, de mutation disciplinaire, et enfin, à la toute fin, les licenciements. Et puis, il y a toutes les autres possibilités sur lesquelles vous, les fonctions RH, vous êtes bien plus expertes que moi. En plus de ces sanctions dites disciplinaires, une équipe peut décider de sanctions qui la concernent, pour des règles qui la concernent. Souvent, ça sera des sanctions plus soft. Par exemple, tu as fait ça, et du coup, la règle s'applique, tu dois faire le café pendant 2 mois. Ou bien, tu dois faire le compte rendu de la réunion. Ou bien, tu dois apporter des chouquettes pour tout le monde. J'en sais rien. Évidemment, dans le cas de non-respect de règles de bienveillance, je pense que les sanctions devront être un peu plus hard que juste apporter des chouquettes. Et vous voyez l'idée. On peut inventer des sanctions, on peut en créer. On n'est pas forcé d'aller tout de suite au licenciement. Il faudra aussi décider décider en amont qui devra appliquer la sanction. Le plus souvent, ça sera le N+1 de la personne concernée, mais il faut que ce soit officiel. Et enfin, si vous décidez d'appliquer la sanction une fois, vous verrez que très souvent, vous n'aurez pas à le refaire parce que la règle sera respectée. Je vais vous donner maintenant les règles qui, selon moi, sont les plus fondamentales pour que la bienveillance s'incarne. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes OK, dites-moi si j'en ai oublié, et dites-moi enfin si vous seriez intéressé par un webinaire spécial sur le sujet. La règle numéro 1,
la bienveillance est obligatoire pour tout le monde. Une des choses qui me choque, c'est qu'aujourd'hui la bienveillance est surtout demandée aux managers vis-à-vis de leurs collaborateurs, le fameux et rabâché management bienveillant. Et pourquoi est-ce que ça serait toujours à sens unique? Est-ce que les managers seraient des êtres à part, qui pourraient être plus maltraités que les autres? Chacun doit faire preuve de bienveillance dans ses relations professionnelles avec ses collègues, avec ses managers et avec ses collaborateurs. Et avec soi-même. Il est obligatoire de prendre soin de soi, de respecter ses horaires de travail, d'entretenir sa motivation, d'utiliser ses émotions pour faire ses demandes. Bref, il devrait être obligatoire aussi d'être bienveillant à l'égard de soi-même, de prendre soin de soi, parce que sinon, nous obligerons les autres à le faire à notre place. Dans le cas du manager, je ne compte plus les personnes avec qui j'ai travaillé parce qu'elles s'étaient carbonisées en s'oubliant au nom de la bienveillance. Ça n'est plus de la bienveillance, c'est du sacrifice. C'est totalement contre-productif et dans le cas du manager, c'est le plus sûr moyen d'avoir une équipe qui fonctionne mal si vous vous êtes sacrifié. Règle numéro 2, il est obligatoire de se comporter en OK. OK. C'est la règle la plus fondamentale selon moi. Ce que ça veut dire, OK, c'est que lorsque je parle à quelqu'un, lorsque je fais une action envers lui, je m'accorde la même valeur. Par exemple, si je dis « tu me saoules, j'en ai marre de bosser avec toi », je suis en OK, non OK. Si je dis « je suis désolé de te demander ça, tu vas penser que je suis un peu bizarre, alors excuse-moi et ne le prends pas mal surtout », je suis en non OK, OK. Et dès que l'un de nous sort du OK, le processus de communication va déraper, nous sortirons de la bienveillance. Par exemple, c'est OK de dire « j'apprécie la qualité de ton travail »,« j'aime la précision de tes rapports ». On est là sur ce qu'on appelle un signe de reconnaissance positif conditionnel parce que je parle de la caractéristique d'une personne, en l'occurrence son travail, ses rapports, etc. Un signe de reconnaissance positif inconditionnel viserait l'être tout entier, comme par exemple « ça me fait très plaisir de te voir ». Alors bien sûr, vous allez me dire « bah oui, mais tant qu'on est sur des signes de reconnaissance positifs, c'est facile de rester en OK, de ne pas se mettre au-dessus de l'autre ou en dessous de l'autre. » Et oui, là où ça devient plus touchy, c'est quand on vient sur des signes de reconnaissance négatifs, ceux que la personne en face ne va pas toujours apprécier. Par exemple, si je dis « je trouve que ton rapport n'est pas à la hauteur des attendus » ou si je dis « je suis en colère contre tes retards qui sont beaucoup trop fréquents », je suis en train de faire des signes de reconnaissance négatifs, mais négatifs conditionnels. Je vise un comportement. Et ça, c'est tout à fait possible de le faire en étant en position OK, donc en étant bienveillant. Alors que dès que je fais des signes de reconnaissance inconditionnels négatifs, sur moi en disant par exemple « je suis trop nul » ou sur les autres « c'est une personne toxique, c'est un incompétent », je suis en non OK ou en OK, non OK, je ne suis plus bienveillant. La bienveillance, ça se juge au regard des positions existentielles. Si je suis en OK, je suis dans une attitude bienveillante. Si je suis en non OK ou en OK, non OK, alors je ne suis plus dans une attitude bienveillante, je suis dans une attitude méchante, rabaissante, à mon égard ou à l'égard des autres. Pourquoi est-ce que c'est fondamental d'avoir cette règle? D'abord parce que ce sera beaucoup plus simple pour analyser un comportement. Tant qu'on reste sur des principes, on reste dans le flou et dans les interprétations. Ensuite, ça permettra de se sortir de plein de situations piégeuses, en particulier le fameux feedback. Comment faire un feedback en étant bienveillant si on doit recadrer quelque chose? Je parlais il y a quelques jours avec 2 managers de la technique du sandwich. Pour faire passer un retour négatif, glissez-le entre 2 tranches de positif. Par exemple, alors je voulais te féliciter de la bonne ambiance que tu mets dans l'équipe, c'est top. Bon, en même temps, il y a quand même un petit problème, c'est que tu arrives tous les matins après tout le monde, et ça complique la vie de l'équipe. Donc, en fait, il faudrait que tu arrives plus tôt le matin, tu comprendras bien. Mais alors par contre, une fois que tu es là, c'est super cool de t'avoir. Je caricature à peine. Et on a appris ça à des palanquets de managers. Mais est-ce que vous croyez vraiment que la personne qui est visée ne va pas voir arriver le truc gros comme une baraque à frites? Ensuite, une fois que vous aurez donné du positif, suivi d'un
quand même suivi d'un autre quand même, le risque c'est que tout ça finisse par s'annuler avec la même valeur et qu'au final la demande de changement soit noyée dans le sandwich. Donc je vous propose plutôt de rester bienveillant en OK, OK, et de dire quelque chose comme « Tu arrives trop souvent en retard par rapport à l'heure prévue de 9 heures, ça perturbe le fonctionnement de l'équipe, l'agenda des réunions. Donc à partir de maintenant, je te demande de respecter les horaires, vas-tu le faire ?» Une fois que la personne s'engage, vous pouvez la remercier et lui dire par exemple « Merci, ce sera encore plus agréable pour moi de travailler avec toi. Et lors de notre prochain point, j'ai plusieurs retours positifs à te faire si tu respectes ton engagement. » Est-ce que ça va être agréable de faire ça pour vous ou pour la personne en face? Peut-être pas. Est-ce que c'est faire preuve de bienveillance? Oui, y compris lorsqu'il faut envoyer un message négatif tant qu'il est conditionnel. La bienveillance, ça n'est pas la gentillesse. La bienveillance, ça ne veut pas dire ne rien dire ou faire qui puisse déplaire. Ça, c'est un driver qu'on appelle le fait plaisir. Vous ne serez pas plus aimé, vous serez certainement moins respecté. Règle numéro 3, il est obligatoire de définir les sanctions et de les appliquer. Qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un décide de ne pas respecter les règles? On applique les sanctions prévues dès le départ et que cette personne connaît puisqu'elle s'est engagée. Mais la chose fondamentale, c'est de changer le sens de la sanction. Ça n'est pas un châtiment, ça n'est pas une peine infligée à une personne. C'est la conséquence d'un comportement et c'est ce qui va permettre à la personne qui est sortie du groupe en ne respectant pas la règle de revenir dans le groupe. Voilà pourquoi il est essentiel aussi qu'on ne parle plus jamais de la faute une fois que la sanction a été appliquée. Je vous conseille de préciser tout ça aux personnes, ça permettra de changer la perspective. Nous sommes encore souvent coincés dans des souvenirs de « va ranger ta chambre et sinon tu seras privé de dessert ». La différence, c'est qu'à l'époque, nous étions enfants. En tant qu'adultes, nous nous engageons à respecter la règle, c'est notre choix. La bienveillance ne doit plus être un beau concept dans le journal interne des entreprises, dans les parcours d'intégration ou sur les murs des ascenseurs. Pour qu'elle devienne un pilier de leur fonctionnement, une protection pour tous les salariés, managers ou pas, il faut qu'elle soit définie et encadrée par des règles. Sinon, à moyen ou long terme, à force de petits renoncements, de « laissons couler », de « tu ne devrais pas parler comme ça », ce sont des règles beaucoup plus toxiques et non écrites qui vont se mettre en place dans votre organisation. Des choses du genre « on peut dire ici et faire ici tout ce qu'on veut, tant qu'on pense que c'est OK et que ça permet à tout le monde de se bouger ». Et là, vous pourrez faire autant de déclarations de principe que vous voudrez. Vous ne récolterez que des haussements d'épaules. Alors bien sûr, pour appliquer ces 3 règles, il va vous falloir de l'énergie pour affirmer votre position. Et la plus belle source d'énergie, ce sont vos émotions. Si vous voulez savoir comment les transformer en une force irrésistible, inscrivez-vous à mon prochain webinaire gratuit. Le lien est dans la description. Bonne semaine. Et n'oubliez pas, si la RH est puissante, l'entreprise sera puissante.